Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Hello tout le monde, bonjour. Bienvenue à ce webinaire dédié au design thinking. Je vois que ça commence à rentrer. Ouais, Bonjour c'est ça. Nathalie, Stéphanie, bonjour Thierry, Elisa, Eva, Claude, Alexis, Alain. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas aussi du coup à échanger directement dans l'onglet discussion avec nous et puis aussi avec tout le reste des participants. On va essayer de faire en sorte que ce webinaire soit le plus interactif possible pour vous. Donc, voilà. Donc, si jamais vous voulez échanger, vous avez le petit onglet de discussion. Et si vous souhaitez nous poser des questions, vous avez le module de questions-réponses qui est fait pour ça. Et nous, on tâchera du coup d'y jeter un œil. Donc, on verra tout au long du webinaire si on peut vous répondre tout au long ou si jamais il y a trop de questions, si nous y répondons après. Donc, bonjour Sandrine qui vient de nous rejoindre, Oumar. En attendant que tout le monde soit arrivé, n'hésitez pas si vous avez envie de tester le petit chat, juste pour être sûr que ça marche bien chez vous, et histoire de pas être frustré après si vous avez envie de parler ou de poser des questions. Donc il y a le module de chat où j'ai mis déjà un petit message pour vous dire bonjour, et puis il y a la partie Q&A aussi. Là, je vois qu'il y en a certains qui ont commencé à... Ah, d'accord. Ah, Alors, apparemment, il y a un l'animateur. petit souci. Alors, vous ne pouvez pas écrire dans le chat. Voilà, tout le monde. Donc là, normalement, vous pouvez réessayer. Je me disais bien aussi. Ah, voilà. Thierry, Alexis, merci pour votre message du coup. Ouais, super. Je me disais bien que personne qui écrit dans le chat, c'était bizarre. Ouais. Du coup, en attendant que tout le monde se connecte, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat où êtes-vous actuellement? Ah bah, Nathalie directement, Coublevis, proche de Grenoble, histoire de faire connaissance en attendant tout le monde. Donc, des personnes de Lyon, il y a des personnes de Bordeaux, de Toulouse. Alexis nous dit Lyon également, ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Dom et Alexis, du coup, de Lyon, on est dans le même coin. Yes. Bordeaux, Eva. Stéphanie Seine-et-Marne. Claude Levallois. Séverine, je suis près d'Air en Provence. Oui, Aix, du coup. Je me demandais où est-ce que c'était. Levallois, Béziers. Je trouvais ça joli et poétique. J'aurais eu envie de regarder les photos sur Google. Air en Provence. Champigny, dans le 77, Claude. Super. Eh bien, nous, du coup, on va dire que l'agence d'Emi Digital est située à Bordeaux, en tout cas à 2 pas de Bordeaux, à Blanquefort, donc dans un petit havre de paix. Donc, moi, je suis de Bordeaux. Et Fabrice, du coup, dis-nous d'où tu es. Et ben moi, pour ceux qui sont notés de Grenoble, je viens de Grenoble à la base, mais ça fait 11 ans que je suis sur Lyon. Voilà. Et donc, je m'articule entre Lyon, la Suisse, Paris. Enfin, je bouge un petit peu, mais je suis bien ancré à Lyon. Et actuellement, là? Et là, actuellement, à Lyon, je suis à Sofa, qui est un espace de cowork plutôt cool, qui pourra potentiellement être le lieu où on peut accueillir les formations sur Lyon. Yes, super. Teasing de Donc, plus lieu. de boulot sur Lyon, Nathalie. Sympa, sympa, nous dit Alexis. Bon, du coup, je vous propose de commencer. Donc, je vais partager mon écran. Déjà, vraiment, dans un premier temps, merci à tous d'être présents, d'avoir fait le choix de venir avec nous sur votre pause déjeuner. Donc, vous auriez pu manger tranquillement de vos côtés et vous avez fait le choix de nous écouter. Donc, vraiment, on vous remercie pour ça. Et n'hésitez pas surtout à faire en sorte que ce webinaire soit le plus apprenant possible pour vous.
Donc, posez-nous des questions. On va vraiment essayer d'y répondre de manière la plus précise possible. Si jamais il y a beaucoup de questions, comme je vous disais au tout début, on y répondra à la fin. On se gardera un temps pour ça. Mais voilà, vraiment, faites en sorte que ce soit le plus enrichissant possible pour que vous puissiez aussi affiner votre compréhension du design. Et, euh, et voilà. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure. Pendant cette heure-là, on va vous présenter notre approche du design et on va aussi vous montrer des cas d'exemples de clients dans lesquels on a intégré cette approche-là pour que ce soit le plus concret pour vous. Et on va aussi vous parler de nos prochaines formations et surtout de nos formations en présentiel, puisqu'on vous a préparé quelques petites choses pour 2023, et notamment, spoiler alerte, hein, à Lyon avec Fabrice. Donc, on peut peut-être commencer par se présenter, Fabrice. Je te laisse nous dire qui tu es. Yes, bien sûr. Ben, écoutez, ça tombe bien, je suis designer. Donc, ça va pouvoir être utile pour ce webinaire et puis pour les formations derrière. Ça fait plus de 13 ans maintenant que je suis designer. J'avais commencé dans le digital, ensuite ça a évolué sur plus du travail sur du service. Et là maintenant, je suis vraiment sur du design, on va dire, global avec de l'approche en système pour ceux qui connaissent, avec l'approche de l'accompagnement à la transformation et à la transition des organisations, dans des sujets un peu plus stratégiques. Mais aussi dans le plus concret, je continue à animer régulièrement des ateliers en tant que facilitateur avec les démarches du design, comme on va voir là, et aussi de l'approche plus de l'accompagnement de groupe par les outils numériques. Voilà, en gros. Et je suis à Lyon, comme on a dit tout à l'heure. Super. Donc, moi, pour ma part, je suis Florian Cellier. Donc, j'ai un petit peu le même parcours que Fabrice. J'ai commencé dans le digital aussi pour m'intéresser à une dimension un peu plus globale du design. Et maintenant, je suis designer de service, formateur et facilitateur. Et j'ai rejoint l'équipe EMI Digital il y a un peu plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans, suite à une longue conversation avec Émilie. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Émilie Lefebvre est la fondatrice d'EMI Digital. Et voilà, donc on s'était rencontrés et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes convictions et qu'on souhaitait également passer à l'action. Donc, je suis designer et à côté de ma pratique, je transmets également voilà, cette méthode-là au sein de formations, d'ateliers et de design sprint. Donc, EMI Digital, pour info, donc, comment pourrions-nous définir EMI Digital? EMI Digital, on considère EMI Digital comme un lab d'innovation. Donc, c'est un petit peu coquet, mais derrière cette idée, c'est vraiment le fait de considérer EMI Digital comme un terrain d'expérimentation. Donc, à travers EMI Digital, on accompagne des entreprises avec cette approche design pour opérer leur transformation. Donc, sur leur transformation de manière globale, donc ça peut être organisationnel, ça peut être pour la conception de nouveaux produits, de nouvelles offres. On travaille beaucoup pour le tourisme, par exemple. Pendant le Covid, on a beaucoup accompagné aussi les hôtels. Euh, donc, voilà. Et derrière tout ça aussi, c'est vraiment accompagner les personnes qui se cachent derrière ces entreprises-là, donc l'humain. Et je pense que Fabrice est bien placé aussi pour en parler par la suite. Mais voilà, on s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. Et à côté de ça, on est aussi un organisme de formation. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis le logo Calliope. Nos formations design thinking sont certifiantes et, donc voilà, fait preuve d'une certification Calliope. Au niveau des thématiques qu'on aborde, on aborde principalement le design thinking, mais quand on regarde ce qui s'affiche à l'écran, on voit que ce sont des thématiques qui sont assez transversales et complémentaires. On ne va pas faire design thinking sans intelligence collective et l'approche design thinking va aussi un petit peu nous forcer à mener nos projets de manière agile. Donc, voilà pour EMI Digital. EMI Digital qui vient de fêter ses 7 ans. On a fêté les 7 ans d'EMI Digital la semaine dernière. Là maintenant, c'est un petit peu
à vous de vous exprimer. C'est le moment de vous faire participer un tout petit peu juste avant de se lancer dans la présentation. On a une question, du coup, vu que le design, ça marche beaucoup sur les questions. La question qu'on a à vous poser, c'est si on vous dit design thinking, qu'est-ce que vous vous dites en retour? Donc voilà, avant qu'on vous présente quoi que ce soit, c'est histoire d'être à chaud. Donc là, vous avez un QR code qui est partagé sur l'écran. J'espère que vous avez votre téléphone sous la main. Vous pouvez flasher ce QR code. Et du coup, normalement, ça va vous ouvrir une interface de WooClap avec un petit code d'événement qui est donc le DT 1222. Vous avez juste à mettre ça, ou sinon, bah, vous le faites avec en allant directement sur WooClap, ou sinon, vous le faites avec le SMS, comme c'est montré sur cette belle slide. Et puis voilà, on vous laisse 2-3 minutes pour nous dire un peu à chaud, voilà, pour vous, quand on vous dit design thinking, qu'est-ce que ça vous évoque? Et on découvrira les résultats dans quelques minutes. Donc voilà, on peut vous laisser 3 minutes. Yes. J'attends juste un petit peu que tout le monde se connecte. Je vois qu'il y a 16 personnes. Je ne vois pas l'onglet de chat. Est-ce qu'on a des questions, des petits problèmes techniques? Et on n'a rien du tout pour le moment. Tout a l'air d'être crystal clear. Donc, ouais, n'hésitez pas, hein, s'il y a un truc qui coince, de nous mettre un petit mot sur le chat. S'il y a une question, vous pouvez nous mettre aussi des questions. 19 personnes, 20. Même si vous avez des questions qui vous démangent et qui sont là pour plus tard, on peut se faire un stock de questions. Donc, la partie Q&A, vous pouvez la remplir vraiment quand vous voulez. Allez, 24, du coup, je vais lancer. Donc, si on vous dit design thinking, vous nous dites. Vous nous dites le design quoi? Vous ne connaissez pas. Vous nous dites j'en ai déjà entendu parler, je souhaite découvrir. Je connais, j'ai déjà pratiqué. Et je suis un pro du design thinking. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour découvrir. Il y a des personnes qui ont déjà pratiqué. Ce serait intéressant que vous puissiez nous dire dans quel cadre vous avez déjà pu le mettre en place, sur quel type de projet. Vous pouvez nous le dire aussi dans le chat. Ouais, avec plaisir pour avoir ces infos. Toujours intéressant de voir un peu par quel prisme on a découvert un sujet comme le design thinking, vu que c'est un sujet qui est très large et qui peut être appliqué à plein de domaines différents. Mm. Donc, 19 personnes ont voté. Si jamais vous avez un petit problème technique aussi, vous pouvez nous le dire directement dans le chat. Vous pouvez mettre 1, 2, 3 ou 4 pour aller plus vite. Donc, pour le moment, on n'a pas d'expert du design thinking, mais ça va le venir. Ok, donc je pense que là, tous les votes sont passés. Donc, on a vraiment la majorité des personnes qui souhaitent découvrir. Donc, ça tombe bien, on est là pour ça. Je vais juste, du coup, reprendre la main sur Et le on a slide. Séverine qui nous partage qu'elle elle a déjà pratiqué donc, au sein d'un incubateur de start-up. Ok, Donc c'est intéressant comme contexte parce que là on est vraiment sur un contexte de, si je me trompe pas, hein, tu me corrigeras Séverine, mais du coup d'émergence de nouveaux projets et de devoir s'assurer que justement on fait émerger un projet avec toutes les bonnes bases et les bonnes fondations pour pas passer plus de temps à développer quelque chose qui n'a pas sa cible ou qui n'a pas son marché ou qui n'a pas la structure nécessaire pour pouvoir le porter. Super. super. Merci Fabrice. Donc, peut-être avant de vous parler de design thinking, déjà, on va se poser la question de qu'est-ce qu'est le design? Quand on parle de design, généralement, et surtout en France, on associe cette notion-là à toute la notion de l'ordre de l'esthétique. Quand on dit que quelque chose est design, c'est parce que cette chose-là est belle, selon vous. Je pense que on a tous déjà entendu quelqu'un, je pense aussi que vous avez tous déjà dit à une personne que son canapé était design, que sa chaise était design, sa maison. Vous pouvez nous le dire hein, dans le chat. On l'a tous fait, je pense. Et en vérité, qu'est-ce qui se cache derrière? Eh ben, c'est simplement l'aspect esthétique. Alors,
que le design, selon Steve Jobs, c'est vraiment comment ça fonctionne. Hein, la plupart des gens font l'erreur de penser que le design, c'est l'apparence. Le design, c'est comment ça fonctionne. C'est vraiment toute la partie immergée de l'iceberg d'un projet. Si on pouvait le traduire en fait en français, design, ce serait la conception. C'est quel processus on met en avant, en amont, pardon, pour concevoir votre solution. Donc, on a un petit peu cette approximation conceptuelle en France qui fait que c'est un peu compliqué d'intégrer le design. On n'a pas vraiment de consensus encore sur cette définition, mais nous, on part vraiment sur l'aspect conception d'un projet. Quand on se met dans un état d'esprit de designer, on pense en fait à résoudre un problème. On cherche vraiment de quelle manière on pourrait répondre à un besoin qui est exprimé par des utilisateurs et comment on pourrait y répondre de manière la plus utile possible. Donc, c'est vraiment, au-delà de faire du beau, c'est vraiment comment ça fonctionne. Est-ce que là-dessus, déjà, vous êtes d'accord avec ça? Le chat. On a des Fabrice yes, aussi? on a des oui. Ouais, Fabrice, On ouais, a tu oui. peux me dire ce qui se passe dans le Nous chat, du coup? nous n'avons pas de réfractaire à ta proposition de définition du design pour le moment. Ok. Donc, On est à peu vraiment, près ça, tous raccord. c'est quelque chose qui est lié un peu à notre histoire aussi culturelle, hein. C'est l'art et le design se sont rapprochés et c'est ce qui fait que maintenant, c'est un petit peu difficile de les dissocier, en tout cas dans l'inconscient collectif. Euh, En revanche, après, l'esthétique est importante, mais ça reste un maillon de la chaîne et c'est généralement un maillon qui intervient après, même si du coup, ça peut être intéressant d'y réfléchir parce que l'esthétisme d'un produit peut aussi peut aussi influencer les usages et aussi les émotions ressenties de la part de vos utilisateurs. Donc concrètement, le design thinking, 3 points qu'on va bien garder en tête tout du long, suite à ce point qui justement est, on n'est pas là juste pour faire du beau, mais c'est vraiment du coup une démarche de conception. Cette démarche va passer par différentes phases, va regrouper différentes méthodes, et surtout, elle va être activée par des humains et donc des états d'esprit. Parce que c'est vraiment un état d'esprit qui va être très proche d'état d'esprit d'ouverture, de curiosité, d'écoute, d'accueil. Donc, on a souvent une très grande proximité entre la posture d'un designer et la posture d'un facilitateur, par exemple. Et puis, du coup, on a cette personne avec sa sensibilité et son ouverture qui va faire parcourir toute une démarche à un groupe de travail avec une boîte à outils qui va, du coup, donner le cadre à ces différentes phases, donner les ressources pour que chaque personne de ces groupes de travail, même si ils ne sont pas encore designers et pas habitués à ce genre de démarche, puissent participer et puissent vraiment venir s'exprimer. Et les outils sont vraiment là pour faciliter l'expression et la participation de tout type de profil. Donc, c'est là où vraiment on a une rupture avec la réunionnite qu'on peut connaître, que ce soit en visio ou en physique, où on est vraiment beaucoup basé sur de la discussion. Là, avec les outils du design, on va aussi avoir des choses qui vont permettre de s'exprimer sans parler, de s'exprimer individuellement, ensuite de mettre au groupe, de pouvoir décider autrement qu'avec du débat. Et c'est là où on va vraiment venir fluidifier le travail coopératif. Et la chose qui est vraiment au cœur de la démarche design, c'est l'utilisateur final. C'est la personne qui a un besoin et pour laquelle on travaille. Et parfois même avec laquelle on travaille quand on peut faire venir cet utilisateur pour co-concevoir en fait la solution qui va lui être adressée à lui. Euh, voilà un petit peu pour moi ce que c'est que le design thinking dans les grandes lignes. Florian, du coup, toi, tu as un autre point pour compléter? Non, bah, juste voilà, pour rebondir sur l'état d'esprit, ce qui est fondamental, c'est vraiment l'état d'esprit collaboratif, essayer de construire ensemble. Donc, quelque part, en fait, le design thinking dans les entreprises, il va essayer de décloisonner un petit peu les silos qu'on connaît pour que les personnes qui font partie intégrante en fait, d'un projet soient réunies pour pouvoir se poser les bonnes questions et voilà, trouver de bonnes solutions. Vraiment, le design thinking, il vous incite à vous rapprocher des bonnes personnes, des personnes qui ont des compétences transversales
Si jamais vous restez entre, par exemple, ingénieurs, vraiment du même domaine, vous allez avoir quelques difficultés à sortir en fait de ce spectre-là. Et l'idée d'intégrer en fait des personnes qui font partie aussi de votre projet, qui interviennent à certains moments, mais qui sont vraiment dans des domaines différents, vraiment vous permet en fait vraiment de vous poser les bonnes questions et d'ouvrir votre esprit. Et voilà, donc tout ça, en fait, vous allez le voir en formation. Donc, vous allez traverser cette démarche avec un process qu'on va voir juste après. Donc, nous, on utilise le processus du double diamant. Vous allez pouvoir aussi découvrir tout cet état d'esprit puisque nous travaillons sous forme d'ateliers collaboratifs. Et les outils, bien sûr, vous allez pouvoir apprendre à les pratiquer, à les faire vivre en fonction des projets et aussi à les choisir en fonction des circonstances. Donc, on vous a parlé de démarche, on vous a parlé de processus. L'idée, quand on commence un projet en design thinking, c'est vraiment de démarrer d'un constat initial ou d'une problématique qu'on va venir explorer. Donc, on va avoir toute une phase d'immersion. Donc, l'immersion, c'est quoi? C'est toute une approche en fait exploratoire. On va aller sur le terrain, on va aller interroger nos utilisateurs cibles pour savoir voilà, quels sont leurs besoins, leurs attentes, essayer de comprendre aussi leurs usages, peut-être déjà aussi identifier des points de friction si jamais vous souhaitez renouveler un produit existant ou un service. Et ensuite, vous allez passer dans une deuxième phase. Donc, vous voyez que ça forme des losanges. Donc, c'est le double diamant. Vous avez des phases qui vont être divergentes et des phases qui vont être convergentes. Donc, la phase divergente vraiment vous incite à aller sur le terrain pour recueillir un maximum d'informations. Et la phase convergente, elle, va vous inciter à vous focaliser sur la problématique principale de votre projet. Donc, quand on en est là, au milieu, votre problématique, ce n'est pas forcément le constat initial que vous avez, qui vous a fait partir au tout début. Et ensuite, donc vous avez la phase 1 et la phase 2, où ce sont vraiment des phases qui vont être de l'ordre de l'exploration, de l'analyse. Et ensuite, vous avez le deuxième diamant, pardon, qui, lui, va être un peu plus créatif. Vous allez essayer de générer des idées. Donc, on appelle cette phase-là la phase d'idéation. Donc, on va être sur une phase divergente pour justement créer des choix. Donc, de manière individuelle et collective, vous allez utiliser des outils qui vont vous permettre de trouver des idées pour répondre à votre problématique. Et ensuite, ces idées-là, vous allez les prototyper. La phase de prototype, c'est vraiment une phase qui va vous permettre de donner vie à votre solution et aussi d'affiner petit à petit. Donc, le prototype, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de tester le plus rapidement possible votre solution que vous avez imaginée. Le prototype, ce n'est pas quelque chose qui est commercialisable, c'est quelque chose qui est justement testable. Donc, vous allez partir en phase de test. Donc, vous allez repartir à la rencontre des usagers, des utilisateurs. Vous allez faire tester votre nouveau produit, votre nouveau service ou offre. Et vous allez peut-être revenir en arrière pour itérer et revenir sur vos choix pour affiner tout au long. On a l'impression là comme ça que le processus il est assez linéaire, il est assez l'impression que c'est un petit peu une promenade idyllique, mais en réalité pas du tout. Ce sont des phases qui sont vraiment qui sont complémentaires, mais qui aussi vous obligent à revenir parfois en arrière. Fabrice, est-ce que tu veux me compléter là-dessus? Non, juste un point sur les alternances qu'il y a entre la phase de divergence et de convergence. Je le mettais dans le chat, mais c'est un peu comme une respiration en fait. Il y a une phase, on inspire, on expire, on inspire, on expire. C'est super important dans la démarche design d'arriver à bien séparer le moment où on se pose des questions, on essaye de comprendre, du moment où on essaye de sortir des solutions. Parce que le point de départ, là, le challenge qui est au rassemblement des deux diamants, c'est vraiment quelque chose qui doit être validé, qui doit être très clair et qui doit être étayé
par de la donnée qu'on a réussi à récolter sur les phases d'avant, les phases en amont. S'il y a des doutes, s'il y a des hypothèses à ce moment-là, ça peut être très engageant en fait de demander à des groupes de travail de créer des concepts et ensuite de prototyper et tester sur des choses qui n'étaient pas sûres. Donc moi, un truc que j'adore dans la démarche design, c'est vraiment le fait de se dire il faut prendre vraiment du temps à se poser les bonnes questions, à bien définir, à bien comprendre avant de se jeter dans l'idéation. Et d'ailleurs, ça a été un des biais sur les dernières années pour ceux qui ont déjà entendu parler du design thinking. C'était des fois de proposer des ateliers qui se précipitaient trop vite sur la phase d'idéation. Et donc, du coup, en fait, on a un peu ce biais culturel qui était, ouais, les démarches design, c'est cool, mais du coup, on remplit des classeurs et des classeurs d'idées, mais on n'en fait jamais rien derrière. Et là, vraiment, si on respecte la démarche, c'est un peu nous ce qu'on vous propose, bah, c'est de s'assurer que justement, à chaque fois qu'on travaille, on travaille sur des choses qui sont fondées, qui sont réfléchies, qui sont validées par le terrain. Et comme ça, au moins, on avance dans le bon sens et on gaspille pas du temps, de l'énergie et de l'argent dans des directions qui sont mauvaises. Voilà, donc l'idée du processus, c'est vraiment de structurer. On pourrait rester aussi en phase d'idéation très longtemps et faire des brainstorming et ne pas avoir de solution qui se déploie par la suite. Pour rebondir sur ce que disait Fabrice, du coup, le premier double diamant, c'est vraiment le socle en fait de votre projet. Vous ne pouvez pas aller plus loin si vous n'avez pas effectué suffisamment de recherche. Et pour faire le lien avec les projets actuels, ou en tout cas la manière de les faire, généralement, on part déjà d'une solution et on la conçoit. Donc, pour garder un petit peu cette vision imagée, euh, les projets actuellement, ils se font à partir de l'idéation. Alors que nous, on essaye justement d'instaurer ce pas un petit peu en arrière pour vraiment comprendre derrière qu'est-ce qu'est le besoin. Donc, on vous le disait un petit peu au départ, là, on peut le dire avec d'autres mots et en se basant un peu sur le process, mais on va avoir vraiment trois grands termes, on va dire, qu'on va beaucoup utiliser dans les démarches design. La phase d'immersion est la phase où on va vraiment se poser les bonnes questions et se mettre à la place des utilisateurs pour vraiment comprendre leurs besoins. C'est une phase qu'on appelle aussi une phase d'empathie, c'est-à-dire que on va vraiment se décentrer de qui on est au quotidien. On va vraiment essayer de se mettre dans les chaussures des personnes pour lesquelles on travaille. C'est pour ça que c'est encore plus génial si on peut travailler directement avec eux. Du coup, vraiment, on peut se fondre à leur manière de fonctionner, à leur manière de penser, à leur culture. Mais sinon, s'ils sont pas là, ben, on va faire tout ce qu'on peut pour se mettre vraiment en empathie avec eux. Ensuite, ben, si on travaille avec eux ou si on travaille avec les autres personnes qui sont complémentaires dans l'organisation pour pouvoir adresser les besoins de cette population et de ces personnes, forcément, du coup, on a une nécessité d'être en collaboration. Donc ça, c'est vraiment l'un des autres points du process design thinking, c'est d'être toujours en travail de groupe qui va être facilité par le designer, qui va donc apporter, comme on dit tout à l'heure, ce process plus les outils. Mais vraiment, en fait, il y a plein d'éléments de posture qui vont être apportés aussi par le facilitateur, donc vraiment l'écoute, le fait de pouvoir être curieux, de rebondir sur les apports des uns et des autres, que lorsqu'il y a un débat, en fait, ben, c'est intéressant parce que ça veut dire que on a une question au milieu d'un débat plutôt qu'une opposition qui doit s'arrêter. Voilà. Et puis, c'est un processus qui est, je le disais tout à l'heure, par Claude, incrémental. On n'est pas loin de la logique incrémentale, on est sur une logique d'itération. Donc, c'est de se dire en fait qu'on va faire des boucles régulièrement. Donc, si par exemple, on arrive sur un challenge suite à une phase de convergence qui est peut-être encore un peu hypothétique, bah, ça veut dire qu'il va nous manquer de l'information. Donc, on va pouvoir repartir sur un début de phase d'immersion. On va récupérer encore de la data qui pouvait nous manquer, on va l'analyser, la croiser, se reposer des questions, hop, reconverger sur un autre challenge qui sera plus précis. Et puis derrière, l'idéation, c'est pareil. On va du coup créer des concepts, prototyper, partir en phase de test. Et puis les tests vont peut-être nous dire que on est à côté de la plaque sur certains points. On va récolter ces informations et puis on va venir faire une itération pour retravailler le prototype et ensuite le retester. Et c'est là où on boucle pour toujours être dans l'amélioration continue. Donc, l'un des points qui n'est pas noté ici, mais qui pour moi est ultra important, c'est qu'il n'y a jamais de mur dans une démarche design. On ne va jamais se dire là, c'est un échec, on arrête. En fait, dès le moment où ça coince, même si jamais ça coince beaucoup et fort, eh ben, on a toujours moyen de récolter des feedbacks qui vont permettre de réorienter et donc des fois, du coup, de carrément pivoter quand on est vraiment très, très loin du but. Mais en gros, on peut toujours cheminer, quoi. Florian, du coup, tu vois des compléments à ça?
Je rajouterais juste, du coup, pour terminer là-dessus, sur tout le côté itératif, on parlait d'état d'esprit tout à l'heure, c'est aussi le design thinking aussi favorise voilà, ce qu'on a vu, le test and learn. C'est-à-dire qu'on va essayer de tester le plus tôt que possible et on va revenir en arrière, on va faire des boucles itératives qui vont nous permettre d'affiner petit à petit notre solution. En parlant d'état d'esprit aussi, le design thinking valorise, ou en tout cas accepte l'erreur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile aussi en France. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir, mais l'erreur, comme le dirait Edgar Morin, c'est vraiment l'erreur peut être féconde. C'est-à-dire que tant qu'on en prend connaissance avant d'aller plus loin, eh ben, l'erreur, justement, elle nous permet de créer ces boucles itératives et de nous améliorer. Avant de passer du coup à la slide suivante, déjà, est-ce que c'est clair pour vous au niveau du process design? Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions spécifiques, utilisez le module de Q&A. Comme ça, on peut traiter directement les questions en contexte. Après, si on est ultra clair et que vous avez tout compris, pas de souci. Tant mieux pour Vous nous. pouvez nous dire ouais, dans le chat si oui, sinon, si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose. Pendant que certains notent leurs questions peut-être, je voulais juste rebondir sur, on avait Claude qui disait agilité à fond. Et oui, c'est là où c'est intéressant aussi le process design, c'est qu'en fait, on est très proche d'autres démarches que peuvent être l'agilité pour ceux qui connaissent, le lean pour ceux qui connaissent. C'est tout des démarches et des approches qui viennent d'autres mondes que le design, mais qui au final sont assez proches. Ceux qui viennent d'un background scientifique vont retrouver aussi là dans ces doubles diamants un peu les logiques qu'on trouve dans la démarche scientifique avec la phase exploratoire, la phase de questionnement, la phase ensuite de démonstration. Donc on rejoint en fait beaucoup des fondamentaux de toutes les démarches analytiques et des démarches de conception. Et je dirais du coup que la particularité du design par rapport aux autres méthodes, c'est vraiment en fait la compréhension profonde des utilisateurs. Je vois qu'il y a une question, mais j'arrive pas à afficher l'onglet. T'inquiète, je vais le dire. Du coup, la question, c'est quelle est la durée minimum d'un atelier de design thinking? Tu dirais quoi, toi, Florian? La durée minimum d'un atelier, du Ouais, process ou d'un atelier? là, c'est sur un atelier. Un atelier. Euh, j'ai envie de dire après, tout dépend de ce qu'on souhaite mettre à l'intérieur de cet atelier. Est-ce que du coup, c'est qui a posé la question? C'est Séverine. Séverine, est-ce que du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, est-ce que déjà tu parlais d'un atelier ou est-ce que tu parlais du process design en complet? Pendant qu'elle répond, moi, je me suis permis de répondre quand même le minimum une demi-journée. Dans le sens où j'avais déjà eu des demandes où les personnes voulaient faire toute la phase de double diamant sur 1 heure ou sur 2 heures comme une réunion classique. Et du coup, je leur expliquais qu'en fait, si on fait moins que 3 heures, c'est juste pas possible de passer par les différentes phases parce qu'il faut déjà s'imaginer qu'un atelier, il y a toujours une intro, il y a toujours une partie débrief à la fin, il y a toujours des gens qui sont un peu en retard, il y a toujours des pauses. Donc déjà, pour arriver à faire tout le premier diamant, il y a au moins besoin d'1 heure et demie et toute la deuxième partie n'est pas possible d'être fait sur une demi-journée, mais par contre, on peut déjà faire émerger un peu des concepts de solutions et une priorisation de concepts. Donc, le minimum pour moi, c'est une demi-journée pour commencer à faire des choses, mais on est très loin du compte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le maximum, on va dire, n'existe pas, parce que des fois, on a des démarches de design thinking qui sont vraiment sur le long terme, avec beaucoup de boucles itératives, beaucoup de travail de recherche aussi en amont. On a aussi d'autres formats comme le design sprint, on en parlera peut-être un petit peu après, qui sont sur 5 jours, que certains font sur 3 jours. Mais en tout cas, dans tous les cas, on ne peut pas vraiment travailler de manière correcte et sérieuse avec moins d'une demi-journée en espérant avoir des choses intéressantes en sortie, quoi. Donc, pendant nos accompagnements, généralement, chez Mi Digital, on, on le fait en deux temps, c'est-à-dire qu'on a toute la partie déjà immersion où on va, si le client n'est pas accompagné ou n'a pas de concepteur, de designer au sein de son équipe, on va déjà peut-être déjà les initier au design thinking, les former, et ensuite, on va les laisser partir en recherche utilisateur. À partir de là, ils vont mener leurs entretiens utilisateurs, ils vont peut-être animer des focus group, mener des observations.
Donc, ils vont récolter tout un amas de données qu'on va ensuite étudier. Donc, comme tu disais, peut-être dans une demi-journée, où là, on va se concentrer sur la problématique. Et nous, ce qu'on aime bien faire aussi après, c'est quand on a des temps très courts comme ça, c'est de faire toute la partie idéation, prototypage en un jour, 2 jours. Tout dépend aussi voilà, de la quantité de travail. Mais effectivement, du coup, Fabrice parlait de design sprint. Le design sprint, c'est un petit peu le format. Donc, vous avez le design thinking, où c'est la méthode, c'est vraiment l'approche de conception. Et le design sprint, ça va être le format un peu d'exécution du projet. Donc, effectivement, il y a le format 5 jours de Google. Et nous, on fait des formats un peu modulables comme ça, où on attend d'avoir déjà suffisamment d'informations, de données sur les utilisateurs. Et ensuite, on part en design sprint entre 1, 2 ou 5 jours, quoi. Mais il y a des projets, ça peut être bien plus long, hein. Il y a des projets, si jamais on ne rentre pas dans une démarche de design sprint, les projets peuvent aussi durer un certain temps. Tout dépend du temps besoin pour aller à l'encontre des utilisateurs. Et ensuite, vous avez aussi toute la partie test derrière qui peut reprendre du temps et toute la partie itération. Est-ce qu'on est bon au niveau des questions? Est-ce que Séverine, du coup, ça a répondu à ta question? Elle m'avait répondu que c'était pas mal du coup, et elle avait précisé que c'était aussi pour faire découvrir à des étudiants. Du coup, j'ai essayé de compléter dans les réponses que pour des étudiants, c'était pas mal de pouvoir avoir 3 sessions de 3 heures, parce que ça permet d'avoir vraiment une phase pour le premier diamant, puis une autre phase pour le deuxième diamant. Et ça permettait de laisser respirer aussi entre les sessions pour pas qu'ils se prennent trop une grosse charge de concept d'un coup en 3 heures, quoi. Ouais, bah c'est le cas aussi pour nos formations. Et on a créé un outil pour ça, si jamais ça t'intéresse. On a un petit euh, jeu de cartes Design Thinking. On te le présentera un petit peu après, où on a essayé de répertorier beaucoup de méthodes et on les a remis un petit peu par phase pour vous aider. Et à l'intérieur de ça aussi, pour animer tes formations, on a prévu des icebreakers et des energizers dedans. Donc du coup, avant de passer au prochain slide, selon vous, le design thinking, on peut l'utiliser sur quel type de projet ou de secteur d'activité? Dans le chat directement. On a Claude qui nous dit web. Le numérique, ouais. Le numérique, il y a d'autres réponses? Est-ce qu'il y a d'autres réponses, Fabrice? Les projets où les clients jouent un rôle fort. Ouais. Après, on a partout. Après, on a aussi pour la conception de formation, mais c'est en mode question. Mais je peux répondre que oui, parce que je l'ai déjà accompagné de faire de l'ingénierie pédagogique avec une démarche de design thinking. Ensuite, pareil, partout, même personne, presque tous les domaines du coup. Effectivement, presque tous les domaines. Effectivement, ouais. Dès lors qu'il y a un problème de sens, d'intention, quand vous avez des utilisateurs qui sont impliqués, c'est vraiment de se poser qu'est-ce qui est important pour eux. Donc là, on parle d'utilisateurs, mais ça peut être aussi des collaborateurs. Là, je vois que on a marqué au niveau, on peut aussi appliquer le design thinking au niveau des organisations. Donc, comment pourrions-nous faire évoluer nos pratiques? Comment pourrions-nous aussi favoriser la collaboration. Enfin, voilà, on pourrait intégrer le design thinking au sein de vos organisations. On a parlé de web avec Claude, du coup, donc effectivement, on peut concevoir des interfaces avec, on peut aussi revoir l'aménagement, donc on peut revoir les espaces, créer des offres. Donc, je vous disais tout à l'heure en introduction qu'on travaille beaucoup avec le tourisme, donc effectivement, des produits et des services.
Une deuxième citation d'un autre monsieur du design qui est Tim Brown, qui du coup a monté IDEO pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir cette structure américaine qui était vraiment très très porteuse des démarches design depuis déjà plus de 10 ans maintenant. Le design est trop important pour être laissé aux seules mains des designers et je pense que ça rejoint complètement notre philosophie avec Florian dans le sens où, comme on vient de le voir, le design c'est un processus, c'est des modèles mentaux, c'est des outils de conception qui permettent de faire évoluer les choses dans plein de domaines différents. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on est designer, c'est que tout le monde, en fait, au quotidien, ayant des actions dans ses équipes, dans son business, dans ses accompagnements, sont au final des gens qui sont en train de concevoir ou co-concevoir avec d'autres personnes. Et donc, au final, c'est des démarches de design. Donc, en fait, tout le monde est designer. C'est juste que ceux qui sont pas étiquetés designers ne le savent pas encore et que donc du coup, ils ne s'autorisent pas forcément peut-être à utiliser les outils du design. Donc nous, vraiment, la philosophie, c'est de se dire, donnons les outils du design à tout le monde parce que tout le monde étant déjà designer, au moins si on a les outils et les bonnes méthodes et le bon modèle de pensée, et ça permettra de vraiment exprimer tout ce potentiel, quel que soit le métier qui est associé. Parce que par exemple, moi, ça fait des années que du coup, je peux dire que mon métier, c'était être designer. Mais au final, plus ça va, plus je me dis que je suis un accompagnant qui utilise des modèles et des outils qui viennent du design, comme n'importe qui pourrait être, par exemple, manager ou chef d'équipe, ou même directement dans la production, dans une équipe, peuvent prendre une posture de designer avec les outils du design, comme on peut prendre une posture de facilitateur avec les outils de la facilitation. Florian, du coup, toi, tu vois ça un peu différemment Non, exactement. Mais plus on est nombreux à connaître cette méthode, plus on va avancer de manière rapide dans nos projets, plus on va favoriser l'émergence de nouveaux projets qui ont du sens aussi. Euh, donc, euh, voilà, je trouvais cette citation importante. Maintenant, on va vous présenter des cas d'exemple de nos clients. À chaque fois, on va vous présenter le contexte, la problématique et le résultat. Euh, Donc, on a été sollicité, donc je crois que c'était en 2020, peut-être 2020, je crois, ouais, par la Fédération des parcs régionaux de France. Donc, on a effectué un design sprint de 5 jours avec 38 participants à distance et on avait 4 typologies d'utilisateurs. L'idée, c'était de proposer des offres adaptées aux valeurs des parcs et nous avons travaillé du coup avec des parcs pionniers. On a conçu du coup 4 séjours touristiques duplicables pour l'ensemble des parcs, plus un canevas d'offres. Alors en fait, le canevas d'offres, c'était un livrable qu'on a produit par la suite. Enfin, c'est une matrice qui nous permet de faciliter le développement d'offres adaptées aux parcs qui étaient concernés. Donc, c'est une matrice qui a été diffusée à tous ces parcs naturels et qui les ont aidés à innover dans leurs offres. Donc, ça, c'était un projet qui était assez intéressant. Ça nous a beaucoup mobilisés et ça s'était super bien passé. Donc, on va le voir aussi après comment on peut animer des ateliers, des formations à distance. ce cas-là, c'est le mien. Du coup, BDR Therma, pour ceux qui connaissent pas, font des pompes à chaleur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a utilisé du coup la recette du design sprint donc sur 5 jours. La problématique d'entrée, c'est une problématique qu'on trouve très souvent dans ce type de milieu très ingénieur. C'est qu'en fait, pour installer une pompe à chaleur, souvent, il faut le faire avec des modules un petit peu à l'ancienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez le type de module, ou peut-être qu'il y en a qui ont les pompes à chaleur desquelles je parle, où il faut tourner avec une molette pour avancer dans l'alphabet pour pouvoir écrire un texte. Et en gros, on donne ce type de module-là à un installateur et ça peut prendre jusqu'à 48 heures pour installer une pompe à chaleur, notamment aussi parce que si jamais il fait une erreur, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Donc, ça veut dire qu'il faut recommencer le process de zéro. C'est pour ça que du coup, l'installateur, après avoir passé 6 heures et avoir fait une erreur, est rentré chez lui et ensuite revient. Enfin bref, c'est une grosse galère.
Et donc, du coup, la réflexion, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut penser un peu de manière décalée. Et on a déroulé, du coup, une semaine de co-conception avec l'équipe que vous voyez là, avec le passage par un storyboarding. Et là, c'était sur une solution qui s'est retrouvée être une solution numérique sur smartphone, mais qui est vraiment le petit assistant de l'installateur, qui lui permet, en gros, non plus de passer par des modules qui sont très complexes et qui ne permettent pas l'erreur, mais de passer par une interface numérique qui permet d'avoir vraiment tous les avantages des usages d'une application, qui se connecte en Bluetooth sur les modèles de pompe à chaleur et qui, du coup, là, j'ai encore eu des news il y a 3 jours, a permis de faire descendre le temps d'installation à, accrochez-vous bien, du coup, 1 heure maximum, tout compris, hein, installation de la pompe plus la configuration, 1 heure au lieu de 48 heures. Donc, en termes d'efficacité business, confort de l'installateur, enfin, sur toutes les dimensions, c'est vraiment très, très cool ce que l'équipe a produit. Ensuite, un autre cas d'exemple, on travaille régulièrement aussi pour le Tourisme Lab de la Nouvelle-Aquitaine. L'idée, c'était d'accompagner 7 porteurs de projets dans le cadre du programme Tipeee 535. Donc, on les a accompagnés avec Émilie Lefebvre pendant 3 à 4 mois, je crois, pour les aider à revoir leur concept. Donc, il y avait des personnes qui avaient déjà leurs produits ou qui souhaitaient sortir une nouvelle gamme. Il y avait d'autres personnes qui étaient encore au stade de concept pur, où là, c'était un peu plus simple pour eux de reprendre parce que du coup, ils n'avaient pas vraiment commencé leur projet, ils avaient une idée. Mais du coup, le design thinking, cette approche leur a permis vraiment d'aller confronter leur idée aux utilisateurs, de voir si elle répondait vraiment à des besoins et puis au final de l'adapter. euh, tout au long du projet. Et il y a des personnes qui avaient déjà leur projet en cours, qui ont fait un petit peu cette étape ils ont ce pied un petit peu en arrière pour voir si au final, ils n'étaient pas partis trop vite pardon, dans la solution. Donc, on les a accompagnés de février voilà, à avril. On a présenté la méthode. On a du coup après fait toute une phase d'immersion avec un accompagnement à distance. Donc, on les a formés à mener des entretiens utilisateurs. Il y a une posture, il faut savoir aussi rédiger les questions. Donc, définir ses objectifs, puis ensuite rédiger ses questions. Euh, Ensuite, ils ont été sur le terrain eux-mêmes et on les a accompagnés sur la retranscription des informations, sur l'analyse et la synthèse. Et ensuite, on s'est revus alors, dans un cadre hyper sympa à La Rochelle pour finir cet accompagnement avec un design sprint. Donc, ça leur a permis d'affiner leurs offres et leurs solutions avant parfois le déploiement sur le marché. Juste avant le cas d'exemple, j'ai une question de Séverine qui dit, quand vous parlez de problématique, c'est bien le challenge, mais quelle est la question de départ, s'il vous plaît? Florent, tu me compléteras si tu vois des choses. Mais pour moi, en fait, en gros, souvent, ce qui se passe, même tiens, je vais prendre le cas exemple qu'on a là sous les yeux, qui est du coup l'accompagnement d'un learning center qui est à Lyon 2. Donc, en gros, ils vont construire un énorme complexe qui est censé être la bibliothèque améliorée, augmentée, qui va vraiment être le cœur du campus. La question de départ, c'est de se dire, c'est très orienté architectural, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut construire le bâtiment qui va héberger la recherche scientifique, qui va héberger les usages des étudiants, qui va héberger tout ça. Et cette question souvent est traitée seulement par des architectes. Là, vraiment, la démarche, l'accompagnement, c'était de se dire, non, en fait, il faut que les architectes, on les mélange avec les étudiants, qu'on les mélange avec les enseignants-chercheurs, qu'on les mélange avec des institutionnels qui vont passer par là, même avec des privés, parce qu'en fait, l'idée du Learning Center, c'est qu'il y a aussi des espaces de travail pour des entreprises privées, pour qu'il y ait vraiment du croisement de différentes populations. Et donc, les questions initiales que les architectes se posaient avec l'équipe de direction et responsable du projet ont évolué suite au travail qu'on a pu faire avec les autres usagers pour arriver vraiment aux grosses questions qui sont vraiment les questions plus centrées sur les besoins des différentes populations. Donc, les besoins vraiment des étudiants, les besoins des enseignants-chercheurs, les contraintes aussi. Et toutes ces questions-là, en fait, sont les nouveaux points de départ. Donc, en gros, c'est comme si on avait fait le premier diamant. On part de questions qui sont un peu hypothétiques ou des fois un peu trop macro ou des fois un peu trop orientées par les personnes qui travaillent sur le projet.
on passe par ce diamant et on arrive sur d'autres questions qui là sont beaucoup plus précises, beaucoup plus justes parce qu'elles ont été co-construites et co-réfléchies avec les différents parties prenantes. Et c'est de ces points de départ-là, donc ce qu'on appelle du coup les challenges, qu'on va pouvoir ensuite travailler à l'idéation. Et donc c'est ce qui s'est passé sur ce projet. Quand on avait les bonnes questions, on avait une partie des étudiants qui travaillaient sur des dessins de l'espace. En fait, ils ont pris des plans d'architectes et ils ont travaillé dessus pour y mettre un petit peu les bouts d'espace qu'ils ont besoin, eux, pour leurs usages à eux. Et puis, pareil pour les enseignants-chercheurs, pareil pour les autres types de populations. Et ensuite, les architectes étaient vraiment là comme facilitateurs en se disant, bah voilà, comment est-ce qu'on peut intégrer tous vos espaces d'usage le mieux possible du monde sans que ça puisse se polluer en termes de bruit, en termes d'horaire et toutes ces choses-là. Il y a vraiment une co-construction d'un espace et co-construction des usages qui se fait avec toutes les populations. On a une autre Exactement. question de Dom qui est, vous utilisez les liberating structures. J'ai pas la connaissance de ce concept, mais j'irai chercher du coup, Dom. Toi, tu as, Florian? Non, du tout. Donc, je l'ai noté. Liberating Structure. Et bon, on a même droit à un petit lien, c'est super ça. Super, bah merci. Du coup, alors on va peut-être après, on va pas passer sur tous les cas d'usage. Sachez qu'on va vous envoyer aussi du coup, le support, les slides, et vous trouverez d'autres cas d'usage dedans. Là, on va du coup un peu passer à la suite. Donc là, juste pour peut-être terminer, on a travaillé aussi pour l'Université de Management de Pôle emploi pour revoir le parcours de formation des managers. Donc, l'idée était de créer un nouveau concept de parcours de formation. Millet, est-ce que tu veux dire deux, trois mots aussi sur le... Ouais, mais en gros, il y avait vraiment une volonté de certains collaborateurs de faire rentrer l'intelligence collective, les démarches d'intelligence collective l'entreprise pour réussir à craquer les problèmes un peu profonds qui sont les problèmes d'éco-responsabilité, d'éco-conception qui n'étaient pas encore en place, et puis faciliter l'innovation aux produits aussi qui n'avançaient plus trop. Ils disaient, il faut absolument qu'on mélange les gens de tous les services et qu'on mette en place une démarche d'intelligence collective. Et au final, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur une journée pour faire une démonstration par l'exemple. Au final, on a réuni justement ce qu'ils ne faisaient jamais chez Millet, les différents services. On les a fait travailler ensemble, on les a fait sortir des solutions en fait de comment est-ce qu'ils peuvent venir injecter de l'intelligence collective dans leur pratique du quotidien pour pouvoir répondre aux enjeux de Millet. Donc c'est un peu une démonstration par exemple et aussi une mise en abîme de la démarche design thinking. On a aussi travaillé pour la préfecture. Travaillé pour la préfecture. Nidec aussi, ça peut être un bon cas d'exemple. Donc, Nidec, Nidec, du coup, fait partie du groupe Leroy-Sommer. Donc, c'est dans le secteur de l'industrie. Euh, du coup, on a formé en fait des personnes au sein de Nidec au design thinking. Ils ont mené leurs propres recherches. Le contexte, c'était, enfin en tout cas la problématique, c'était le fait d'avoir une vingtaine d'outils de gestion pour gérer le quotidien. Donc, on a intégré cette entreprise pour apporter justement cette démarche d'intelligence collective. On a pu organiser en fait des ateliers entre les différentes parties prenantes. Donc, on avait des personnes de l'administration, il y avait des personnes de tout le côté tech. On avait beaucoup de techniciens, en fait, les techniciens qui étaient dans les usines. Et on a intégré aussi les managers. L'idée, c'était de simplifier du coup la gestion quotidienne par un outil performant et adapté à tous les typologies d'utilisateurs. Donc ça, pareil, c'est un accompagnement qui a pris un petit peu de temps au début, le temps de faire toute la recherche en amont. On les a accompagnés aussi à faire des focus group et ensuite on s'est retrouvés sur une journée pour assembler ces données-là, trouver des solutions et les prototyper. Et là, ils sont encore en phase de test, mais en tout cas, le projet a été accepté, a été bénéfique, en tout cas, pour le moment, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui manquait dans cette entreprise-là, c'était le manque de communication. Et donc, voilà, les personnes ont aussi été ravies d'être intégrées dans ce processus. Voilà un petit échantillon de nos clients. Donc, on intervient vraiment auprès de tout type de structures, que ce soit des structures publiques, privées et pour tout type de projet.
Euh, du coup, Ouais, ça excuse-moi, c'est avec juste que mon j'étais en train de répondre dans le chat en même temps. Donc, sur quelle problématique pensez-vous appliquer le design thinking dans votre écosystème? Donc là, ça c'est ultra intéressant pour nous de pouvoir justement cerner un petit peu. Si vous vous intéressez au design thinking, vous avez peut-être déjà une idée de comment est-ce que vous auriez envie de l'appliquer. Qu'est-ce que vous auriez envie de résoudre comme problématique avec? Qu'est-ce que vous auriez envie d'activer au final avec les démarches design? Donc la question vous est ouverte et vous avez le chat pour pouvoir nous apporter quelques éléments. Est-ce que c'est, j'entendais tout à l'heure, je parlais d'événements, est-ce que c'est pour améliorer les process dans des équipes? Est-ce que c'est en interne à des grands groupes? Est-ce que c'est pour vous-même, du coup, devenir designer qui va être accompagnant d'équipes? Donc on a Alain qui est sur la mise en place ou refonte d'intranet collaboratif sur une solution éditeur. OK, très adapté d'utiliser une démarche design pour ce type de sujet. Parce qu'en effet, du coup, si on est sur un intranet collaboratif, on va avoir besoin d'avoir tous les types d'utilisateurs autour de la table, plus les concepteurs, plus potentiellement ceux qui sont à la stratégie en rapport avec cet intranet. Donc très intéressant. Refonte d'un site web, pareil. Le site web souvent est destiné à certaines personnes qui sont utilisateurs. Donc, si on peut travailler avec eux, et puis en plus de ça, un site web, souvent, c'est le produit fini, un petit peu, hein, la fin d'une réflexion sur la stratégie, de ce qu'on veut communiquer, de ce qu'on veut vendre, de la vision qu'on peut avoir, et le site doit refléter tout ça. Donc, appliquer une démarche qui commence en se posant les bonnes questions et en étant vraiment connecté à ses utilisateurs, c'est vraiment très adapté. Je te laisse un autre, Florian, si tu veux, pour des étudiants en IA. Ouais, on avait la formation aussi tout à l'heure, ouais. C'est ça? Hmm. C'est celui-là? Ok. Ouais, c'est ça. Ok, bah top. On va vous montrer un petit peu comment maintenant se former au design thinking. Donc, on va vous présenter les différentes formations que nous animons. Vous avez en fait déjà un niveau 1 qui est sous deux formats. Donc, vous avez la formation 17 heures et vous avez aussi le parcours 30 heures. Donc, la formation 17 heures, c'est vraiment la formation qu'on effectue le plus souvent, qu'on a revue il y a très peu de temps parce que c'était une formation de 14 heures et c'était vraiment très court pour nous parce qu'on on a déjà beaucoup de choses à vous dire et puis on souhaite toujours en ajouter plus. Donc, on a fini par transformer cette formation de 14 heures en formation de 17 heures, dans laquelle vous avez en fait 1 heure de e-learning en amont à suivre. Comme ça, en fait, ça vous permet déjà de découvrir la théorie avant d'aller en atelier. Et nous, ça nous permet de nous focaliser justement sur un projet et comment appliquer cette démarche et ces outils à l'intérieur. Et entre le e-learning et les séances de projet, on a une séance de onboarding qui permet voilà, de briser un petit peu la glace, de faire connaissance, de refaire un point sur la théorie design thinking. Donc, on refait une petite introduction, on répond à vos questions. Et quand tout ça est OK, on part, du coup, on vous présente le projet et ensuite on part directement sur les autres séances qui sont dédiées à un projet fil rouge. Donc, ça peut être un projet associatif, ça peut être un projet fictif, ça peut aussi être, là, on l'a fait, là, et on l'a fait quelques fois pour un projet en interne. Donc, ce projet-là, c'est le projet de la communauté. On vous en reparlera un petit peu après, mais on a comme objectif de créer une communauté de design thinking, mais même de manière plus large, pour accompagner les transitions. Et donc, on a fait travailler nos participants sur ce sujet-là, puisque ce sont les premiers concernés. Et on s'est appuyé sur les données qui en sont ressorties, les idées, pour développer notre concept. Voilà. Ensuite, donc, vous avez le parcours 30 heures. Donc là, vous avez plus de temps pour expérimenter. Vous découvrez un peu plus d'outils aussi. Donc, c'est vraiment la formation qui est la plus complète. Et ensuite, vous avez le niveau 2. Donc, une fois que vous êtes certifié au design thinking, vous avez la possibilité de vous former à la facilitation d'ateliers pour apprendre la posture de facilitation, pour organiser et animer vos propres ateliers. Vous allez aussi apprendre à choisir quel type d'outils vous allez pouvoir mettre en place
dans vos projets. Donc ça, c'est le niveau 2. Et nous, avec Fabrice, du coup, aujourd'hui, on voulait vous parler de la formation de 17 heures, parce qu'on a prévu, en dehors de nos formations à distance qu'on effectue tous les 1 mois et demi, 2 mois, de vous prévoir des formations en présentiel. Et Fabrice va nous parler de celle de Lyon. Yes, eh bien, écoutez, comme vous le voyez sur la slide, le jeudi 12 et le vendredi 13, avec un onboarding qui se fait normalement sur le 10. Ça se passe du coup en présentiel les jeudis et les vendredis à Lyon. Le lieu, ben, je vous ai déjà un petit peu teasé, mais normalement, ça devrait se passer dans un espace comme Sofa ou dans un espace comme le nouvel espace Balade. Et puis, ben, on sera ensemble. On passera du coup par toutes les étapes du design thinking pour répondre à une des questions qui était dans le chat. Ben, on verra justement comment est-ce que ça se formalise, quel type d'outils on utilise dans quel type de phase, comment est-ce qu'on arrive à créer derrière une continuité suite aux étapes du design thinking aussi pour répondre à une autre des questions qui étaient dans le chat. Et puis bien entendu, vu qu'on est en physique et qu'on est ensemble et que ça dure sur 2 jours, on aura certainement du temps pour avoir du partage d'expérience aussi, où je pourrais vous partager ben, tout ce que j'ai pu rencontrer comme problématique, que ce soit sur le process design thinking, des ajustements personnels que j'ai pu faire, des adaptations à certaines populations, à certains contextes. Enfin, voilà, l'idée, c'est de vous donner le maximum des 13 années que j'ai pu avoir de pratique de design pour que vous puissiez dérisquer au maximum vos propres démarches et puis surtout que vous puissiez attaquer après la formation sans le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est l'un des points qui pour moi est primordial, c'est que si vous apprenez avec moi, vous puissiez le mettre en application derrière sans complexe. Voilà, pour la formation sur Lyon, 12-13 janvier. Et vous pouvez vous inscrire, vous verrez les liens juste après. Exactement. Donc là, c'est la formation en janvier. Et dans la même continuité, on a prévu une formation en présentiel à Bordeaux cette fois. Donc, j'ai vu qu'il y avait des personnes à Bordeaux. Là, on a refait le même format que cette année. On vous a prévu une semaine immersive à Bordeaux. Immersive, pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de faire la formation Design Thinking 17 heures et en même temps d'enchaîner les 3 autres jours de la semaine sur la formation de facilitation d'ateliers. Donc, ça vous fait une semaine assez complète, assez dense, hein, pour l'avoir fait cette année, du coup. Ce sont des journées qui sont très, très complètes, mais pareil, toujours avec le même objectif du coup, de mettre en pratique, mais aussi de créer du lien. Nous, on adore en tout cas les formations en présentiel pour ça, parce qu'on peut continuer à échanger à la suite des ateliers. Vous pouvez aussi très bien choisir de faire que la formation Design Thinking 17 heures ou alors la formation facilitation si vous êtes déjà certifié en amont. Donc ça, c'est du 19 au 23 juin. Notre certification Design Thinking est reconnue France Compétences. Vous avez le passage d'une certification. Dans le passage de la certification, en fait, vous nous présentez le projet et vous nous présentez aussi la démarche que vous avez effectuée. Donc, voilà, savoir justifier vos choix et vos choix au niveau des outils, au niveau des outils. Ensuite, en parlant d'outils, ça tombe bien. Tout à l'heure, je vous parlais d'un outil pour animer les formations à distance. Nous, on utilise Mural. Vous connaissez sûrement des concurrents comme Miro. Nous, en tout cas, on a tous nos templates sur Mural. Mural, pour imaginer, c'est un outil en ligne qui permet en fait d'avoir un espace collaboratif comme si vous étiez en fait dans une salle de réunion. Vous avez un tableau blanc dans lequel vous pouvez créer des post-it, vous pouvez dessiner, vous pouvez coller des photos. En fait, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et nous, ça nous a beaucoup aidé déjà par rapport aux dernières crises qu'on a vécues, hein, la crise Covid. On a transformé toutes nos formations à distance. On a utilisé Mural et franchement, ça marche très, très bien. À côté, on a le Zoom, donc on peut se voir. Euh, et voilà, on peut mener nos projets. À côté, du coup, aussi, on vous livre des Padlets. Donc, on a des Padlets,
c'est un ensemble, en fait, c'est un agrégateur de liens. Donc, on va vous donner des liens de nos propres ressources. Ça peut être des vidéos, ça peut être des articles, mais on va aussi chercher sur le web qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous et on le regroupe au même endroit. On a aussi le kit pédagogique. Alors, le kit pédagogique, c'est vraiment quelque chose qui est super important dans nos formations. En fait, c'est un bouquin de 80 pages qui reprend un petit peu toute la théorie et qui vous permet en fait d'éviter de prendre des notes pendant la formation et d'être vraiment à 100% avec nous pendant les ateliers. C'est vraiment d'explorer, d'expérimenter les ateliers plutôt que d'avoir peur d'oublier des choses. Ensuite, on a créé plein de templates, on a des guides pratiques et on a le petit jeu de cartes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, pour s'inscrire à nos formations, vous pouvez directement aller sur notre site. Donc, pour les personnes les plus pressées qui souhaitent découvrir, vous avez le QR code juste ici. Et sinon, on vous du coup donnera le support slide par mail et les boutons seront cliquables aussi. Par rapport à la formation, par rapport au niveau 1, vous pouvez vous inscrire directement aussi sur le CPF. En cadeau, du coup, pour votre présence, on vous enverra également le e-book Méthode Design Thinking, qui peut être un bon point de départ déjà pour affiner votre compréhension. On vous donne aussi d'autres cas d'exemple dedans. Donc, vous retrouverez tout ça par email. On vous parlait aussi, et j'accélère un petit peu sur les slides parce que je vois qu'il est 13h06, on vous parlait également de la communauté. On est sur le point de développer cette communauté-là. On espère un lancement en début 2023. L'idée, c'est vraiment de réunir déjà toutes les personnes qui ont été formées chez nous et leur permettre de continuer à développer leur apprentissage, à leur permettre de favoriser l'implémentation du design thinking dans leur entreprise ou au sein de leur propre projet. Donc, pour ça, on a prévu des expérimentations sur des projets entre pairs. On a prévu également toute une bibliothèque de ressources. Donc, on est en train de faire des podcasts. On souhaite aussi faire des vidéos, des articles qu'on mettrait à disposition de notre communauté. Et bien sûr, un accompagnement d'experts, de designers, de formateurs, de facilitateurs pour vous permettre de vous aider dans vos projets si vous en ressentez le besoin, si vous avez des questions bien plus précises, eh bien, on sera là aussi derrière. Donc, l'idée de cette communauté, c'est de se retrouver bien évidemment à distance, mais aussi en présentiel, parce qu'on prévoit des événements en présentiel réservés à cette communauté. Donc ça, on vous informera de toute manière du lancement de cette communauté. J'espère en tout cas que ça vous intéresse. Vous pouvez nous le dire dans le chat si vous êtes déjà intéressé par ce projet. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner les transitions des entreprises et des personnes. Donc, il y aura aussi peut-être une partie de coaching, hein. Voilà. Donc, est-ce que déjà ça vous intéresse, ce petit teasing? Est-ce qu'on a des réponses dans le chat? On a oui intéressé avec plein de Yes. points d'exclamation. Super. Et du coup, pour terminer, on parlait du jeu de cartes. Je l'ai juste à côté de moi. Donc, vous avez un petit livret qui reprend les différentes phases, les différentes explications du design thinking, un sommaire pour se repérer, et vous avez ensuite des cartes avec l'explication des phases, ainsi que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils à l'intérieur. Et vous avez le code couleur pour vous repérer. Donc, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de cartes, hein, on est sur 4 cm d'épaisseur. L'idée de ce jeu de cartes, c'est déjà de vous accompagner dans des projets, mais ça peut servir aussi dans la formation pour faire découvrir des méthodes. Ça peut être aussi très pratique lors du lancement d'un projet, dans une réunion un petit peu kick-off au début, où vous pouvez déjà élaborer un petit peu tout le processus de votre projet. Vous pouvez déjà définir quelles étapes et quels outils vous allez employer. Donc pareil, ce jeu de cartes, vous pouvez le retrouver sur notre site directement. Vous avez tout un petit onglet ressources. Donc, vous avez tous les e-books, tous les templates qui sont offerts.
Et vous avez ce jeu de cartes qui, lui, est disponible à l'achat. Bah, C'est le moment de vous laisser aussi la voix pour terminer cette interaction, même si on a débordé un petit peu, nous on est preneurs de vos feedbacks. Donc, même démarche que tout à l'heure, vous pouvez flasher le QR code, aller sur Booklab avec le petit code d'été 1222, et puis c'est choisir une petite réponse pour nous donner du feedback. hop, je vous remets juste le petit QR code en grand. Pendant ce temps-là, si jamais il y en a qui ont des questions, des zones de flou qui vous restent ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours utiliser le chat ou la partie Q&A. Pour ceux qui nous disent merci beaucoup, ben merci à vous surtout d'être là pour découvrir tout ça et vous intéresser aux démarches design. Nous, on y croit beaucoup, donc c'est très très cool à chaque fois de pouvoir le partager et voir que ça continue à intéresser de plus en plus de monde, quoi. Là, normalement, j'ai lancé l'activité. Yes, c'est parti. Donc, instructif, très intéressant. Merci pour vos retours. Sympa. Donc, positif, stimulant. Alors, je crois qu'il y a une phrase qui s'est un peu déstructurée. Ça donne envie d'aller plus loin. C'est ça. C'est pas mal comme ça. Instructif plus donne bénéfique loin. S'il y en a qui ont des questions, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on peut prendre encore 2-3 minutes pour y répondre, pour venir compléter. Bah, j'espère en tout cas que ça vous a donné un peu plus de précision sur l'ensemble, hein. J'espère qu'on a pu vous éclairer. Que ça vous a aussi donné envie d'aller plus loin dans cette démarche. On a une question de Nathalie, Florian, pour savoir si Amy Digital recrute. Amy Digital, effectivement, recrute. Ouais, on peut en discuter, Nathalie. Bah déjà, je propose à tous de rester en contact. Vous pouvez nous ajouter sur LinkedIn. Nous, on répond volontiers à vos questions. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent un petit peu après le webinaire, on vous répondra avec plaisir. Pour toute la partie un peu administrative, vous pouvez nous contacter directement sur sur notre site internet, contact@emidigital.fr. Vous avez notre mail. Et ouais, bah, Fabrice, t'envoie ton lien LinkedIn, je peux faire de même. Et Nathalie, si tu veux, tu peux également nous recontacter, on pourra en parler un peu plus précisément. Ouais. Donc, merci Claude. Là, On a une dernière question de Sylvia. La formation 30 heures est-elle complémentaire de celle de 17 heures ou bien c'est une formation plus complète? En fait, c'est une Je formation pense. qui est plus complète. Si vous avez fait la 30 heures, ça ne sert à rien de faire la 17 heures et inversement. Enfin, à partir du moment où vous avez fait la 17 heures, vous pouvez très bien aller en facilitation. On a prévu aussi un accompagnement. On a une autre petite formation qu'on peut faire, mais qu'on réserve pour le moment à de l'intra, donc en entreprise, qui permet de découvrir plein d'outils et qui est complémentaire à la 17 heures. Mais en tout cas, la 17 heures et la 30 heures, c'est grosso modo la même formation, mais la 30 heures vous permet de passer plus de temps pour explorer les outils et vous en découvrez aussi un peu plus. Donc c'est bon, là je revois les chats, je vois que Laure doit partir. Donc bon après-midi, bon appétit à Laure. Je souhaite du coup un bon appétit à tout le monde, pour ceux qui n'ont pas mangé. Une date pour la 30 heures. Euh, oui, alors je n'ai pas en tête. On peut aussi aller voir sur le site directement. On a une partie agenda ici. Et vous avez nos formations, sinon directement dans l'onglet formation. Donc, on a un petit souci technique, je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps. La formation de Lyon n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas dans l'agenda, mais elle apparaît dans la page de la formation. Et sinon, pour la 30 heures, vous en avez une, il me semble, en janvier, et on l'a refait aussi un peu après. Mais du coup, voilà, janvier et mai, et ce sera à distance. Là, les deux prochaines formations en présentiel, si vous préférez, c'est vraiment la formation à Lyon à 17 heures et la formation à Bordeaux à 17 heures aussi.
Voilà, donc si je clique sur la formation 17h, vous avez Lyon qui s'affiche ici. La formation à Paris est-elle avec vous également? Oui, on fait une formation à Paris, oui, aussi en mars. Effectivement. La question, c'est est-ce que c'est Fabrice ou est-ce que c'est moi sur la formation? Parce que du À coup, bientôt, Alain. je ne crois pas. Merci de ta présence. Ouais, Sylvia, du coup, si tu peux préciser un petit peu. En tout cas, c'est avec Amy Digital. Après, à voir si c'est avec Florian ou quelqu'un d'autre de Amy. Mais C'est pas avec moi, midi. en tout cas, sur Paris. Non, ouais. Après, on a d'autres formateurs qui sont sur Paris, tout dépend des disponibilités, mais voilà, ce sera, en tout cas, c'est midi digital. Ouais. Merci beaucoup à toi, Alain, et bon après-midi. Donc, je pense que si je vois pas d'autres questions, non, il n'y a pas d'autres questions, ben, on va arrêter le webinaire. Donc, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous souhaitez aussi vous inscrire à nos formations. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, une bonne fin de semaine. Je vais arrêter le partage. Yes. Merci à tout le monde pour votre présence, votre participation et puis tous ces points d'exclamation qui font toujours plaisir quand on ne peut pas discuter en direct avec les participants des webinaires. Merci à tous et à bientôt. On se retrouve à Lyon bientôt.